La vie ne vous frappe pas, elle vous façonne à coups de marteau. Ce soir-là, en quittant le bureau, la pluie me cisaillait la peau comme des aiguilles glacées. Mon écharpe, que j'avais nouée à la va-vite, m'offrait à peine de protection. Mes doigts endoloris par 12 heures de saisie ininterrompue suppliaient d'être libérés. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais savouré un vrai repas, et ma colonne vertébrale semblait rouillée, brisée. Tout ce que je désirais, c'était rentrer chez moi, enlever mes chaussures et oublier les 2 audits de fournisseurs qui pendaient encore au-dessus de ma tête. Mais ce n'était pas mon destin. Je ne rentrais pas pour me reposer. Je rentrais pour continuer à survivre. J'ai à peine remarqué mes pas qui me menaient à l'arrêt de bus. C'était de la pure mémoire musculaire. Mon esprit était ailleurs, submergé par les factures, les frais d'assurance, le loyer, les frais de scolarité de ma fille en retard et les médicaments de Jared qu'il n'y avait plus depuis 2 jours. J'oubliais constamment d'aller les chercher. J'oubliais beaucoup de choses, en fait. De retour à la maison, l'appartement était plongé dans un silence. Ni apaisant, ni douillet, juste creux. Le genre de vide qui vous murmure que votre présence est insignifiante. Jared était dans son fauteuil habituel, face à la télévision, le son à peine audible. « Salut », dis-je en enlevant mon manteau et en évitant de mouiller le parquet. « Salut », a-t-il murmuré, sans se retourner. Même ton, même réponse. Chaque soir, je me dirigeais vers la cuisine pour remplir la bouilloire, le bruit de l'eau qui s'écoulait plus fort que tout le reste. Avant, Jared était un homme passionné. Il adorait la route, l'imprévisibilité de son métier de camionneur. Il m'appelait des airs de repos pour me décrire le lever du soleil sur le Nebraska ou la violente tempête qui avait failli emporter son camion dans le Montana. Mais des années de malbouffe, de sédentarité et d'ignorance des signaux d'alarme l'avaient rattrapé. Des douleurs dorsales chroniques, suivies d'une crise cardiaque à 38 ans. Les médecins lui ont conseillé de changer de vie. Il leur a dit d'aller se faire voir. Lorsque les documents pour la pension d'invalidité sont arrivés, c'est sa mère, Gloria, qui a tout organisé. Elle a réclamé toutes les faveurs, usé de toute son influence. Il ne peut plus travailler, a-t-elle déclaré d'un ton définitif qui faisait taire tout le monde. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et toi, Lilian, tu es sa femme. C'est ton rôle, maintenant. Soutiens-le. Je travaillais 60 heures par semaine. Je préparais tous les repas, je payais toutes les factures, j'allais chercher toutes les ordonnances. Je sautais des repas pour que Paige ait ce dont elle avait besoin. J'ai mis mes bijoux en gage quand nous ne pouvions pas nous offrir son manteau d'hiver. Je cuisinais des ragoûts à partir d'épinards surgelés et je gardais l'espoir. Malgré tout, Gloria m'appelait chaque semaine pour me rappeler que je n'en faisais pas assez. Il a l'air plus mince, disait-elle. Tu pourrais peut-être lui préparer quelque chose de frais de temps en temps. Une vraie femme est fière de sa cuisine. Je me mordais la langue si fort que je saignais. Jared ne m'a jamais défendu. Parfois, il acquiesçait. Parfois, il se contentait de regarder son téléphone pendant que sa mère démolissait chacun de mes défauts. J'ai cessé d'attendre de la gratitude. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. 3 ans plus tôt, mon supérieur, Grant Wallace, m'a pris à part, un sourire discret aux lèvres. « Tu en fais trop », a-t-il dit. « Tu as besoin d'une pause. Tu l'as bien mérité. » Il m'a tendu une brochure brillante pour un séjour de bien-être d'1 semaine à la montagne, financé par l'entreprise. Hammam, phytothérapie, massage. J'ai regardé les pages comme si elles étaient écrites dans une langue que j'avais oubliée. Puis j'ai demandé, pourrais-je l'offrir à mon mari ? Grant a semblé surpris, mais il a hoché la tête. Si ça peut l'aider à se rétablir, bien sûr. J'ai préparé le sac de Jared. J'ai tapé son programme de suppléments, imprimé des cartes, appelé la retraite pour lui demander des repas spéciaux. À son retour, il a jeté le panier cadeau à la poubelle en disant « une perte de temps totale. Juste un tas de bougies trop chères. » Rien n'avait fonctionné. Pourtant, j'ai continué à espérer. Peut-être que l'année suivante, il ferait un effort. Peut-être qu'il apprendrait quelque chose. Peut-être qu'il voudrait aller mieux. Mais à la place, il a arrêté de me demander comment se passait le travail. Il a oublié les anniversaires.
Il ne remarquait jamais quand Paige ramenait un tableau de l'école ou quand je recevais une promotion. Il trouvait mon travail mignon. Pendant ce temps, je nous maintenais en vie. Ce soir-là, alors que la bouilloire sifflait, je me tenais devant l'évier, les yeux fixés sur la fenêtre qui s'embuait. Mon reflet était fatigué, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Je ne reconnaissais plus la femme dans le miroir. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Grant. Êtes-vous absolument sûr de votre réponse? Paris est toujours une option. Ils veulent quelqu'un exactement comme vous. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai éteint la bouilloire et je me suis dirigée vers le salon. Jared était toujours assis dans son fauteuil. Le pull de Paige était froissé sur la coudoir. Il ne l'avait même pas plié. Il avait pourtant bien vu qu'elle l'avait laissé là. Je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai murmuré, « Ça ne peut pas être toute l'histoire. Ça ne peut pas être la fin de ma vie. » Il y a 3 ans, alors que le diagnostic de Jared était encore frais et que la voix de Gloria résonnait avec autorité, j'avais mémorisé chaque ordonnance de notre armoire à pharmacie. J'avais lu les avertissements sur les effets secondaires comme des versets bibliques. J'avais réorganisé les étagères de la cuisine pour qu'il n'ait pas à se baisser. J'avais arrêté d'acheter des choses qui lui irritaient l'estomac. J'avais commencé à cuisiner comme si j'étais dans une émission de télé-réalité, la moitié des ingrédients, 0 temps et tout le jugement du monde. Et pourtant, Gloria me disait toujours que je n'en faisais pas assez. Il a maigri, disait-elle comme si c'était un échec personnel. Un homme a besoin d'attention, d'un vrai repas maison de temps en temps. Que fais-tu quand tu rentres à la maison? Je restais là, serrant mon téléphone, me mordant la langue pour ne pas exploser. Ça n'aurait rien changé. Jared n'intervenait jamais. Parfois, il était d'accord. Parfois, il restait silencieux, tripotant son téléphone ou zappant les chaînes, comme si ce n'était pas sa vie qu'elle critiquait, comme si ce n'était pas la mienne qu'elle démantelait morceau par morceau. J'ai arrêté de pleurer. Au lieu de cela, j'ai travaillé plus, je suis restée plus tard, j'ai réduit mes dépenses, j'ai postulé à 2 petits boulots que je pouvais faire à distance le week-end. Je me disais que ce n'était qu'une phase, le temps qu'il aille mieux, mais il n'a jamais progressé. Il n'a même pas essayé. C'est arrivé un mercredi. Je n'avais pas prévu de rentrer tôt, mais la migraine était devenue si intense que je ne voyais plus rien. Grant l'avait remarqué avant même que je ne dise quoi que ce soit. « Rentre chez toi », a-t-il dit doucement. « Reviens plus tard si tu peux, mais repose-toi un peu, s'il te plaît. » J'ai hoché la tête et j'ai rangé mes affaires, le cœur lourd de douleur et de culpabilité d'avoir laissé un travail inachevé derrière moi. Quand je suis entrée dans l'appartement, tout était silencieux. Ce silence qui me semblait autrefois un refuge, mais qui, maintenant, paraissait étranger. Jared a levé les yeux du canapé pendant que j'enlevais mes chaussures. « Les écouteurs de Paige sont arrivés », a-t-il dit d'un ton neutre. « Le livreur attend en bas. » J'allais les chercher. Je n'ai pas répondu, hochant simplement la tête tandis qu'il se dirigeait vers l'ascenseur en jogging et basket. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui souffrait. Son dos ne se courbait pas. Son pas n'était pas lent. Je l'ai regardé jusqu'à la fermeture des portes de l'ascenseur, puis je me suis tournée vers la cuisine. J'avais besoin d'eau, peut-être de thé, peut-être de silence. Ce dont je n'avais pas besoin, c'était d'un évier rempli de vaisselle. Mais c'est ce qui m'attendait. Des bols de céréales, un verre rempli de pulpe d'orange séchée, une assiette recouverte de sauce. Paige était partie précipitamment à l'école ce matin-là, et Jared, eh bien, il ne faisait jamais la vaisselle si j'étais à la maison. J'ai soupiré, retroussé mes manches et ouvert le robinet. La pression de l'eau était faible depuis des semaines, mais aujourd'hui, elle a jailli avec force. L'eau a éclaboussé la pile d'assiettes et a giclé sur le plan de travail. J'ai attrapé l'éponge juste au moment où quelques gouttes tombaient sur le téléphone de Jared, posé face vers le haut près du lavabo. C'était un modèle neuf. Je le lui avais acheté 2 jours plus tôt pour son anniversaire, économisant pendant des mois en silence. Il ne m'avait même pas remercié. Le téléphone a vibré une fois, puis l'écran s'est allumé. Un message vocal s'est mis à jouer automatiquement dans le haut-parleur. Au début, je n'ai pas réalisé ce que j'entendais. Puis la voix de Gloria a retenti, aiguë et inimitable.
Je te l'ai dit, Jared, je n'aime pas l'idée que Cassidy emménage tant que Lilian est là. C'est le désordre. Elle va finir par s'en rendre compte. Cassidy. Je me suis figée. Mes mains étaient encore humides. L'éponge pendait mollement dans l'une d'elles. J'ai attrapé le téléphone et, sans même réfléchir, je l'ai déverrouillé. Il n'avait pas changé le code. Les 4 mêmes chiffres qu'il utilisait toujours. J'ai ouvert l'application de messagerie. Il y avait des dizaines de mémos vocaux entre lui et sa mère. Des dizaines. Certains remontaient à des semaines, d'autres à quelques jours. Mes mains tremblaient en appuyant sur le précédent. La voix de Jared a rempli la cuisine. Maman, Cassidy est différente. Elle me comprend. Elle ne me harcèle pas. Elle ne me fait pas culpabiliser. Elle écoute vraiment. J'en ai fini avec ce rôle de martyr que Lilian continue de jouer. Je l'ai convaincue de ne pas accepter l'offre de Paris. Elle pense que c'est son choix. Mais une fois hors du pays, il n'y aura que Cassidy et moi. Elle continuera à envoyer de l'argent. La culpabilité est une bonne motivation pour ça. Et Paige n'a besoin de rien savoir. Je me suis laissé tomber sur la chaise la plus proche. Mes genoux ne me soutenaient plus. La cuisine a tourbillonné autour de moi, comme si quelqu'un avait pris mon monde et l'avait secoué. Je n'entendais plus que sa voix, ce ton suffisant et calculé, comme si je n'étais qu'un obstacle, une ressource, une fonction. J'ai continué à écouter. Un autre message. Encore Gloria. Elle s'est toujours crue meilleure que nous. Puis Jared. Du calme, maman. On n'est pas idiots. Lilian est trop occupée à jouer les Florence Nightingale pour s'en apercevoir. Elle ne va pas à Paris, tu te souviens? Et si elle y va, tant mieux. Comme ça, elle sera hors de mon chemin, et je pourrai enfin avoir une vie normale. En plus, si elle demande le divorce depuis l'étranger, je pourrai probablement obtenir une partie de l'appartement, peut-être même une pension alimentaire. C'est moi qui suis handicapée, tu te souviens? Cette dernière phrase m'a frappée plus fort que tout le reste. Non pas par cruauté, mais parce que c'était délibéré. Ils avaient tout planifié. Mes sacrifices, mes douleurs, mes insomnies. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais juste une pièce sur un échiquier. Ils avaient continué leur chemin, trop épuisés pour réaliser que je n'avais jamais été reine. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. Je suis restée assise là, agrippée au bord du tabouret, les doigts engourdis. Mon estomac se serrait comme si j'étais sur le point de vomir. Mais plus profondément que ça, une voix s'est fait entendre. Petite, ferme, pars. Avant même de m'en rendre compte, j'étais debout. Je me suis dirigée vers le couloir, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le contact de Grant. J'ai appuyé sur appeler. Il a répondu immédiatement. Lilian. J'ai pris une inspiration. J'y vais, ai-je dit. Paris, je prends le poste. Il y a eu un silence. Puis sa voix, calme et ferme, a dit, bien. On finalisera tout demain matin. J'ai raccroché. Je ne suis pas retournée à la cuisine. Je n'ai pas fait la vaisselle. Je n'ai pas fini le thé que j'avais prévu de préparer. Je suis restée plantée là, dans le couloir sombre, à écouter l'appartement se réinstaller autour de moi comme une maison que je n'habitais plus. Je n'étais pas Lilian Parrish, la femme d'un homme malade. J'étais quelqu'un d'autre maintenant, quelqu'un qui s'éveillait. Je n'ai pas emballé mes affaires avec colère. Je n'ai pas jeté mes affaires dans des sacs ni claqué les tiroirs. Non, j'ai plié des pulls, comme toujours. J'ai fait une liste de choses à faire dans mon carnet. J'ai confirmé nos vols, imprimé l'itinéraire et envoyé un email à l'école à Paris. Chaque mouvement était silencieux, précis, délibéré, car cette fois, je ne courais pas. Je choisissais. Quand je l'ai dit à Jared, il m'a regardé depuis son fauteuil, comme si je venais de parler une autre langue. « Tu acceptes le poste maintenant ?» J'ai hoché la tête. Oui. Il a mis la télévision sur pause. « Tu as dit non. Tu as dit que ça ne te semblait pas juste. » J'ai changé d'avis. Il a ri. Un de ces rires creux et incrédules qui me faisaient toujours frissonner.
C'est parfait. Vas-y, pars. Voyons combien de temps tu tiendras là-bas sans que je fasse tout pour toi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il ne savait pas encore que j'avais déjà déposé les papiers du divorce. 2 jours après notre arrivée à Paris, j'étais assise en face d'une avocate franco-américaine nommée Claire Dupont. On va demander le divorce d'ici, a-t-elle expliqué calmement. L'appartement, la garde, tout sera réglé par accord international. J'ai hoché la tête. Fais-le. Devant la fenêtre de son bureau, la même lueur scintillait au soleil du matin. J'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. L'appartement que l'équipe de Grant m'avait réservé était modeste, mais chaleureux. 2 petites chambres, un minuscule balcon et une vue sur une boulangerie qui ouvrait à 6 heures du matin tous les jours, comme une horloge. Paige a commencé l'école près de l'ambassade et, à ma grande surprise, s'est adaptée plus vite que moi. En 1 semaine, elle avait des amis, des anecdotes et des blagues sur le fait que les mathématiques françaises étaient étranges, mais amusantes. Je l'ai surprise à rire de nouveau. Un vrai rire. De ce rire qui lui montait aux yeux. Et moi, je travaillais. Mon Dieu, que je travaillais, mais pas de cette manière qui m'épuisait jusqu'à l'os. Je formulais des prototypes, je donnais mon avis lors des réunions, je construisais quelque chose qui portait mon nom. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Et Grant était là. Il n'insistait jamais. Jamais il ne se vantait. Il était simplement là, discrètement, gentiment. Nous rentrions à pied après les réunions tardives. Parfois, il achetait des viennoiseries ou 2 expressos. Et ce silence était l'espace le plus sûr que j'avais connu depuis des années. Un soir, nous nous sommes assis sur un banc près de la rivière. La tour Eiffel scintillait au loin, et Paige venait de s'endormir après avoir terminé un dessin intitulé « Le nouveau monde de maman ». Je me souviens de la douceur du vent cette nuit-là. Léger et indulgent. Grant m'a regardé, non pas avec pitié, mais avec présence. « Tu es différente ici », a-t-il dit. J'ai souri, doucement. Je crois que je me souviens juste. Me souvenir de quoi ? Que j'existe. C'est cette nuit-là que j'ai su que je ne reviendrai jamais. Même si Jared me suppliait. Même si Gloria débarquait avec des larmes de crocodile. Ils ne m'ont pas appelé pendant des semaines. Puis les menaces sont arrivées. Des emails de Jared, des messages vocaux de Gloria. Tu as abandonné ton mari. Tu vas le regretter. Vous nous devez quelque chose. Vous détruisez votre famille. Mais il ne savait pas que j'avais déjà tout confié à Claire. Et Claire était chirurgicale. Nous sommes prêts à présenter des documents financiers, a-t-elle déclaré dans une lettre à l'avocat de Jared. Si votre client souhaite invoquer l'invalidité comme moyen de pression pour obtenir une pension alimentaire, le tribunal exigera des preuves, y compris des communications récentes qui pourraient suggérer le contraire. Ça a fonctionné à merveille. Soudain, Jared a cessé de répondre. 3 jours plus tard, il signait les papiers du divorce. Mais bien sûr, il exigeait toujours sa part de l'appartement. C'est là que Claire a fait sa 2e démarche. Elle a fourni des documents prouvant que j'avais payé toutes les mensualités du prêt, toutes les réparations, tous les impôts. Jared n'avait rien contribué, pas même les charges. S'il voulait la moitié des bénéfices, il devrait rembourser sa part de la dette. Et d'un coup, sa part s'est évaporée en chiffres, faits et obligations dont il n'aurait jamais imaginé l'importance. L'appartement a été vendu. Je suis repartie avec de quoi payer les frais de scolarité de Paige pour les 3 prochaines années. Jared est reparti avec moins de $1000. Et je n'avais pas le sentiment d'être triomphante. Je n'avais pas le sentiment d'être victorieuse. Je me sentais purifiée, comme si quelqu'un avait lavé des années de manipulation, de silence et de culpabilité. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de feu. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de distance, et je m'en étais enfin donné. Finalement, ma vie à Paris est devenue plus calme, plus lumineuse. Paige s'épanouissait. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le balcon, elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré « Tu es plus heureuse ici, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas menti cette fois. « Oui », ai-je dit. « Je le suis. »
Elle a souri et a hoché la tête, comme si cette réponse lui donnait la permission d'être plus heureuse, elle aussi. Et Grant, lui aussi, est resté calme, présent. Il n'a jamais essayé de me sauver, ce qui explique probablement pourquoi je me sentais en sécurité avec lui. Il y avait chez lui une douceur qui ne demandait rien. Un soir, après m'avoir accompagné, Grant s'est arrêté devant la porte de mon immeuble. « Quand tu seras prête » a-t-il dit doucement. « J'aimerais t'emmener quelque part. Rien que tous les deux. Pas forcément loin. Juste loin. Un endroit qui t'appartient. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai senti la chaleur de cette offre au plus profond de moi. Il s'est avéré que l'amour n'avait pas besoin de faire mal. Il fallait juste qu'il soit réel. Un matin, en pliant l'uniforme scolaire de Paige, de la vapeur s'échappait encore de ma tasse de café. Le silence avait changé. À mon arrivée à Paris, le silence était terrifiant, comme un vide où la culpabilité s'était installée. Maintenant, c'était comme une pause, un souffle, un cadeau. Je n'avais plus entendu parler de Jared depuis plus de 2 mois. Je n'ai ressenti aucun triomphe. Je ne voulais plus de vengeance. Je voulais la paix. Et plus encore, je voulais oublier ce que c'était que de mendier le strict minimum et d'appeler ça de l'amour. Je pensais que l'amour était synonyme d'endurance. Que rester dans la douleur prouvait ma loyauté. Mais la vérité, c'est que le véritable amour ne nécessite jamais de disparaître. Le lendemain matin de cette conversation avec Grant, j'ai réservé un week-end. Rien que tous les deux. Un cottage près des champs de lavande de Provence. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. J'ai regardé Paige et j'ai dit, « Je pars quelques jours, ma puce. » Elle a souri à Grant. J'ai hoché la tête. « Bien » a-t-elle dit. « Tu ris plus quand il est là. » Et j'ai failli pleurer à nouveau. Nous y sommes allés. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Nous avons lu des livres sur le porche. Nous avons cuisiné des pâtes. Nous avons marché dans les champs de lavande en silence. Un soir, assise dans l'herbe, j'ai regardé les étoiles et j'ai dit doucement, je ne pensais pas que c'était possible.